de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste, culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Bonsoir et bienvenue en ce samedi 7 mai 2022 au cours de notre émission Le Grand Dialogue. Au cours de cette émission, nous allons parler du Mali. Nous allons parler d'un homme, Assimi Goïta, le nouveau président de transition dans la République de Guinée, du Mali. Avec plaisir, en tout cas, nous allons parler de cet homme et de la transition depuis qu'ils ont pris les rênes du pouvoir. Assimi Goïta, aujourd'hui, nous allons parler de lui en tant que l'homme qui a voulu montrer en face du monde que les États africains devraient se respecter. Devraient se respecter et se faire respecter en même temps. Et donc, il a prouvé devant le monde qu'un homme d'État mérite sa casquette d'homme d'État. Et Assimi Goïta nous a montré que tout était possible dans ce pays, le Mali. Et ce soir, nous allons parler d'Assimi Goïta en tant que patriote ou révolutionnaire. C'est la question. Et pour répondre à cette question, nous avons un citoyen malien qui est en duplex avec nous à partir de Bamako, qui va essayer de répondre aux différentes questions que nous allons lui soumettre ce soir pour nous parler du Mali. Il s'agit de M. Mohamed Lamine Diakité. Il est coordinateur national du MPR-FCFA du Mali. Il va nous rejoindre dans quelques secondes pour nous parler de ce qui ne va pas au Mali avec toute la situation qu'elle reconnaît depuis la fermeture, donc l'arrêt des accords entre le Mali sur l'armée française qui a été renvoyée du Mali, le départ de l'ambassadeur français du Mali, la fermeture de RFI et de France 24. C'est autant d'éléments, autant de sujets justement qui montrent l'héroïsme et le courage des hommes d'État. Mais c'est Mohamed Lamine Diakité va nous répondre à ces différentes questions. Monsieur Lamine Diakité, bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur René. Voilà, comme je venais de le présenter tout à l'heure, il s'agit donc d'Assimi Goïta, dont on va parler ce soir avec vous. Et essayez de nous dire comme ça, d'abord par rapport à vous-même, vous êtes le coordinateur national du MPR-FCFA Mali. En sigle ici, MPR-FCFA, qu'est-ce que ça signifie? Bonsoir monsieur René. Bonsoir chers téléspectateurs de par le monde entier.
Comme M. René a eu à le faire, je me nomme Mohamed Lamine Diakité, coordonnateur du mouvement panafricain des réserves francs CFA pour le Mali. Ce mouvement panafricain est à pied d'œuvre depuis 4 à 5 ans, dont notre coordonnateur se trouve chez vous là-bas, M. Seydou Kalafo. Il a issu nos big up et à l'ensemble de nos coordonnateurs qui sont dans les pays consommateurs du franc CFA. Donc, pour entrer dans les vifs du sujet, il s'agit de parler de la personne de notre leader, du leader continental, monsieur le président, le colonel Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Assimi Goïta incarne la personnalité exacte dont l'Afrique a besoin, dont le Mali avait besoin pour sortir non seulement de la crise, pour sortir, comme on appelle, pour sortir de l'impérialisme, en tout cas pour se débarrasser de la France et de tout ce que nous connaissons de son nouveau système néocolonial. Donc, par sens, avec ce coup d'État, nous l'avons eu. Donc, vous-même, vous avez eu à le constater à travers les médias, tout ce qu'ils sont en train aujourd'hui de faire. Et qui aurait l'imaginé qu'un président africain, un président surtout de la zone franc, qui est parvenu en ces 6 laps de temps, en tout cas, non seulement de réarmer son pays, et en tout cas, encore de mettre fin, comme on appelle, au contrat qu'il y ait l'armée malienne à la France et de mettre la France à sa place à chaque fois qu'il y a question de souveraineté. Donc, sur tant d'autres sujets, nous l'avons vu avec son calme et en tout cas avec ces éléments aussi qui l'entourent. Vraiment, bravo à eux. Monsieur René, vous m'entendez, j'espère? Oui, bravo à eux, justement, mais bon. Monsieur René? La question qui a été posée au départ de l'émission, c'est de savoir le sigle MPR-FCFA dont vous êtes coordinateur. Qu'est-ce que signifie le MPR-FCFA pour l'intérêt de ceux qui nous suivent? Un petit problème de son, mes excuses. Vous disiez? Pouvez-vous nous expliquer la signification de MPR-FCFA dont vous êtes le coordinateur? Oh, ok. Le MPR français, c'est le mouvement M, P panafricain, R de Réger, dit franc CFA, les francs des colonies françaises d'Afrique. Donc, ce mouvement s'est vu fondé par un ressortissant malien qui vit à Londres, nommé Seydou Kalafo, un jeune économiste de formation qui travaille actuellement à Londres là-bas. Et par son dynamisme, il est parvenu à avoir une coordination dans l'ensemble des pays qui consomment le franc CFA. Donc, nous sommes beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. Nous travaillons sur ces plateformes de médias. Nous mettons beaucoup d'activités ensemble. Et en tout cas, nous communiquons beaucoup. Et par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous avons rendu vulgaire toutes les informations qui étaient tabous auparavant sur la question monétaire et nous avons évoqué en tout cas les ingérences de la France dans nos affaires publiques. Nous avons fait beaucoup de choses dans ces cadres-là. C'est ça notre mouvement. Nous avons 3 grands points que nous défendons au niveau de MPR franc CFA. Et notamment, nous avons souhaité avoir une monnaie commune pour les zones CEDEAO pour pouvoir quitter la monnaie de servitude qui est le franc CFA. Nous avons aussi comme deuxième point la bonne gouvernance parce que même si nous avons notre monnaie, elle est toujours accompagnée par une bonne gouvernance pour qu'elle puisse servir la population. Et nous avons aussi notre troisième point qui consiste à soutenir les produits locaux, made in Africa. Nous faisons la promotion des productions, en tout cas locales, africaines. Voilà, ce sont les 3 grandes lignes que le mouvement panafricain des réserves francs CFA défend. Alors,
Parlons maintenant de la situation actuelle du Mali, hein, par rapport à tout ce qu'on connaît actuellement. Tous les médias en ont parlé. Le Mali, comme le gouvernement de transition avait pris la résolution de renvoyer l'ambassadeur français du Mali, de son poste au Mali. Comment est-ce que le peuple malien avait pris cette décision à l'époque? Merci, M. René. Au fait, la population malienne avait souhaité, bien avant qu'on renvoie l'ambassadeur, la population malienne avait souhaité de rompre tout accord et tout lien avec la France. Parce que ce n'était plus au stade de soupçon. Nous les avons maintes fois vus à l'œuvre. Donc, en tout cas, quant à la population, c'était la chose la plus bienvenue. Maintenant, quant au gouvernement, et ils ont entendu un bon moment. Ils ont recoupé beaucoup d'informations et des pratiques non amicales que l'ambassadeur était en train de faire sur le territoire malien. Il faisait des rencontres nocturnes avec des leaders politiques qui s'opposaient à la transition. Il était en train de planifier beaucoup de choses contre la transition. Et lorsque le gouvernement est parvenu à réunir toutes ces preuves-là, après plusieurs avertissements, bien sûr, donc ils étaient obligés, en tout cas, à les renvoyer. C'est comme ça. Ça a été vraiment un grand plaisir pour l'ensemble des Panafricains du pays. Et d'ailleurs, nous avons félicité la décision ouvertement et à travers des sorties aussi. Et quelle a été la réaction de la France à cette question? La réaction de la France. Est-ce que la France avait vu ça de bon oeil, le fait que oui, le Mali ait pris une telle décision? Bon, vous la connaissez mieux que moi. La France est toujours dans ses pratiques hostiles. En tout cas, elle a tout de suite commencé à s'attaquer avec comment on appelle son ambassadeur, M. Yves Le Drian, et avec la ministre des Armes, Florence Parly. Elles ont traité le Mali de tout, jusqu'à même nous traiter le gouvernement malien et les autorités maliennes d'illégitimes et d'illégales. Donc, vraiment, ça, on s'attendait de cela. Ils n'avaient pas pris ça, en tout cas, avec du plaisir. Hein. Donc, mais on s'attendait à leur réaction. Malheureusement pour eux, ils ne pouvaient pas faire autre. Voilà, ils étaient obligés de le prendre comme ça. Donc, ils n'avaient pas le choix, hein. Ils ne pouvaient que consommer la décision qui a été prise par les autorités d'un pays souverain quand même. Hein. Oui. Il avait été sonné de quitter les 72 heures qui suivent et il n'y a pas eu une journée de plus. Il a été obligé de rentrer. Et je vous rassure que nos autorités ont agi au bon moment. À titre de rappel, en 91, le gouvernement du président Moussa, paix à son âme, qui a été renvoyé, paraît que l'ensemble des réunions l'ensemble des réunions ont été effectuées au niveau de l'ambassade de la France au Mali. Là aussi, c'est l'ambassade de la France qui soutenait ceux qui voulaient faire chuter le régime. À un moment donné, le régime avait accepté toutes les propositions. Parce qu'à l'époque, la France était en train de demander au pays d'aller vers la démocratie. Donc, le président Moussa Traoré, qui avait accédé au pouvoir en 68, en renversant notre président père fondateur Modibo Keïta, est resté au pouvoir durant longtemps. Dans un premier temps, il avait beaucoup collaboré aussi avec la Russie. Bon, la France, dans sa machination, avait tenté beaucoup de choses. Lorsqu'il a trouvé la seule moyen de les renverser, donc il a mis ses machines internes en marche à travers des réunions et beaucoup de choses, comme ils étaient en train de le faire tout récemment au Mali. Heureusement, nos autorités ont agi à temps pour éviter le pire. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant par rapport à la situation de l'opération Barkhane? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que l'armée française soit renvoyée? En réalité, rien n'a marché au fait. Et quand on fait un recul,
La situation que vit le Mali aujourd'hui est due à une situation que la France elle-même a occasionnée en bombardant la Libye en 2011. Lorsque la France, à travers un mandat des Nations Unies, qui a voulu, en tout cas, arrêter les hostilités entre Libyens, entre les leaders Kadhafi et les ressortissants, comme on appelle, d'une région libyenne. Mais la France a transformé ces mandats-là en les faisant un mandat d'assassinat du président Kadhafi, malgré qu'à l'époque, il avait cédé à tout aussi. Donc, c'est ces crises-là qui a affecté tout le Sahel. Donc, tout de suite, après avoir explosé la Libye, il se trouve qu'en Libye, au rang des armées libyennes, il y a des Maliens du Nord qui travaillent avec Kadhafi. À chaque fois que ceux-ci se rébellaient au Mali, le président Kadhafi leur disait mes frères, ne vous entretiez pas entre vous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont au Mali là-bas? Venez chez moi, venez, je vais vous recruter dans mon armée, je vais vous donner de très bons salaires que le Mali ne pourra pas vous donner. Donc, c'était une manière aussi pour Kadhafi d'être un gendarme de ces insurrections. Donc, c'est grâce, encore, j'ai fait un retour, c'est cette même France-là qui a occasionné toute cette crise que le Mali est en train de vivre aujourd'hui, jusqu'au coup d'État qui est arrivé en 2012 au Mali, au président ATT. Donc la France avait tout planifié. Lorsque le Nord va se déstabiliser, la France a planifié tout de suite de venir aux pompiers pyromanes. Et c'est ce qui a marché. Donc la force Serval est venue. Ils disent qu'ils ont stationné les terroristes à Konna. Et voilà, avec un appui aérien. Et les forces maliennes aussi, ce que beaucoup ne savent pas, étaient en train de mener les combats au sol contre ces terroristes-là. Donc, ils ont repoussé, ils les ont repoussés, ils ont récupéré Tombouctou, ils ont récupéré Gao. Arrivé à Kidal, la France s'est opposée, comme elle a eu à le faire au Rwanda, lorsque le président Paul Kagame était en train de faire la reconquête de son pays. Donc, malheureusement, ces jours-là, nous n'avons pas ces tapis que nous avons aujourd'hui, notamment la Russie. Et ces jours, la France a joué le jeu comme bon lui semble, en nous disant non, par rapport à Kidal, ça c'est politique. Et revoyons le cas de Kidal ensemble. Donc, depuis ces jours-là, ils ont parvenu à sanctuariser Kidal. L'armée malienne, les autorités maliennes n'avaient plus accès encore à Kidal. Donc, c'est ce retour que j'ai voulu vous faire pour que vous compreniez. Maintenant, de 2012 jusqu'à la date d'aujourd'hui, bon, jusqu'à bien avant aujourd'hui, parce qu'actuellement, vous constatez tous la montée en puissance de l'armée malienne, on a constaté que la situation n'est fait que s'empirer. Malgré ce grand nombre de militaires sur le territoire malien, malgré ces fortes sommes colossales qu'elles dépensent, et nous avons vu que la crise était même en train de monter vers le sud. Et à un moment donné, même Bamako était menacé. Donc nous sommes dit, les autorités maliennes se sont dit que, bon voilà, si la France elle a 8 à 9 ans, elle n'est pas parvenue à gérer la crise, nous croyons que nous devons aussi tendre la main à d'autres partenaires pour voir ce que ça va donner. Donc c'est ce qui a fait que le Mali a tendu la main aux autorités, comme on appelle, de la Fédération russe. Et tout le monde a vu dans un bref délai les résultats que ça a apporté en termes d'équipement. L'armée malienne est équipée aujourd'hui telle qu'elle n'a jamais été depuis 30 ans. Aujourd'hui, la peur a changé de camp. C'est les terroristes qui se cherchent. Tout récemment, même les dernières attaques qu'ils sont en train de mener, ils sont en train de faire des attaques kamikazes. Ils sont obligés maintenant de préparer des commandos kamikazes pour venir s'attaquer à nos camps militaires. Et ça, c'est des types d'attaques qui peuvent même marcher aux États-Unis. Quelle qu'en soit la force d'une armée, on sait que quand un kamikaze décide de s'infiltrer, de se tuer et de tuer d'autres avec lui, il y a de fortes chances que ça réussisse. Donc, nous sommes à ce stade-là.
Sinon, les autorités et l'armée malienne ont parvenu à détruire la plupart des nuits des terroristes aujourd'hui. Les bases terroristes, en grand nombre, ont été détruites. Et un grand nombre de quantités d'équipements militaires ont été récupérés. Donc, vraiment, le peuple malien aujourd'hui est fier. L'ensemble des panafricanistes à travers le monde sont fiers de la montée en puissance de l'armée malienne. Justement, nous allons parler de panafricanistes à la dernière partie de l'émission, mais pour terminer cette séquence de l'émission par rapport au rapport avec la France, entre le Mali et la France, ces rapports qui sont déjà interrompus, enfin, probablement supprimés, on verra bien ce que l'avenir va nous dire. Mais actuellement, nous pouvons dire qu'il y a une substitution alors de Moscou à la France, en d'autres termes. Peut-on considérer qu'il y a une substitution actuellement de Moscou à la France? Oui, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est ce que la France ne parvient pas à gommer. Le fait que le Mali l'a substitué aux partenaires russes. Tandis que les résultats sont là en quelques mois. Aujourd'hui, je le disais, la peur a changé de camp grâce au partenariat franc avec la Russie. En d'autres termes, il y a des solutions sur le terrain, il y a des réponses par rapport au combat contre la lutte contre les djihadistes. Donc, il y a des résultats palpables sur le terrain. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, l'armée est vraiment parvenue à neutraliser un grand nombre de terroristes, à récupérer un grand nombre de villages. Okay. Donc, tout ça, c'est grâce au partenariat avec Moscou, ce qui n'a pas du tout plu à la France. Bon, alors, malheureusement, à ce niveau-là, pourrions-nous considérer Assimi Goïta, comme la question est indiquée sur l'écran, patriote ou révolutionnaire? Parce que ce qu'il a fait, c'est inédit par rapport à l'imaginaire de l'Africain, à l'imaginaire du système politique en Afrique, et qui est toujours calqué sur le modèle français, avec avec tout cet élan, justement, toute la colère qui est montée sur le ciel, en tout cas malien. Peut-on considérer quand même que Assimi Goïta serait le héros ou le patriote ou le révolutionnaire africain pour le moment? Moi, je dirais les deux, M. René. Vous savez, pour nous, les panafricains, Assimi, c'est comme si c'est nous qui l'avons élu. Ou bien c'est comme si c'est un envoyé de Dieu. Parfois, on le qualifie comme ça, hein, que le bon Dieu nous a envoyé Assimi vraiment pour suer nos armes. Au fait, tout ce dont on ne s'attendait pas en termes de succès, non seulement en termes de succès militaire, en termes de succès même dans la gouvernance et en réalité, c'est ce qui est ignoré par la plupart. Même en termes de lutte contre la corruption, et ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Donc, Assimi, pour nous, c'est un patriote, c'est un révolutionnaire. Voilà. Et si c'est que nous sommes en démocratie, nous sommes au XXIe siècle, ce n'est plus possible de vouloir continuer sans les élections avec un président. C'est d'ailleurs l'argument qu'ils ont sur nous, en disant qu'ils sont venus bafouer la démocratie, et en disant qu'ils ne veulent pas aller aux élections, tandis que toutes les qualifications dont le peuple a besoin dans son dirigeant se trouvent en Assimi et en son équipe. Et donc, voilà. C'est-à-dire que quels sont actuellement, alors, par rapport à cette question que vous évoquez, bon, disons qu'il n'y aura pas d'élection, il y a un souhait qu'Assimi continue avec cette période de transition jusqu'à ce qu'on trouve des solutions aux problèmes qui minent justement la sécurité du Mali. Mais est-ce que la CEDEAO comprend ça de bonne oreille? Quels sont les rapports de ce gouvernement de transition avec la CEDEAO qui parfois n'est pas de bonne amitié avec certaines décisions qui viennent du Mali? Oui, M. René, malheureusement, hein, malheureusement pour nous, Africains, nos présidents ont plus peur de la France que de leur peuple. La plupart des chefs d'État de la zone CEDEAO
se sont alignés du côté de la France. D'ailleurs, on dirait qu'ils sont en train de, en tout cas, de travailler avec les calendriers français. Et nous l'avons constaté à plusieurs reprises, avant même des sommets. C'est le président français qui l'annonce et qui dit qu'il va dire au président africain, en tout cas, d'ajouter aux sanctions sur les pays. Donc, vraiment, malheureusement pour nous, et nous, jeunesse panafricains, nous voulons un CEDEAO des peuples et non un CEDEAO syndicat des chefs d'État. Donc, ça, nous allons le corriger. Lors du passage du Premier ministre au CNT tout récemment, parmi les questions, il a été demandé est-ce que le Mali va rester membre de la CEDEAO, de l'IEMOA, et est-ce que le Mali va frapper sa monnaie? Il a donné une réponse négative à la surprise de l'ensemble des panafricains. Mais nous l'avons analysé, nous avons analysé ses réponses, nous nous sommes dit que non, il a juste donné une réponse politique. C'est pour encore obtenir la levée des sanctions, parce que nous savons tous que ces sanctions-là ne sont venues d'autre part que de la France. Donc, vraiment, avec la CEDEAO, ils ont rendu la mission encore très difficile. Et en tout cas, tout récemment, le gouvernement a été voir le président togolais, Faure Gnassingbé, et qui est apparemment de très bonne volonté du côté malien. Donc, ce dernier a été engagé, en tout cas, dans les dialogues pour trouver une issue favorable. Au fait, ce qu'il pense, ce n'est pas vrai. Le président Assimi et son équipe, ils n'ont jamais voulu s'éterniser dans les pouvoirs. Lors des assises nationales, les peuples maliens ont demandé au gouvernement actuel de rester de 6 mois à 5 ans. Il y en a même qui ont demandé au-delà de tout ça. Quand nous prenons la durée moyenne qui a été proposée, c'est de 6 mois à 5 ans. Mais vous voyez qu'ils sont descendus jusqu'à 2 ans. Ça veut dire qu'ils sont de bonne volonté. Si le peuple malien prend la décision de les maintenir, leur faire confiance jusqu'à 5 ans ou 2 ans ou 10 ans, c'est le peuple qui est souverain dans tout ça. Pourquoi est-ce que la CEDEAO ne peut pas comprendre le besoin de ce peuple-là malien et respecter la souveraineté de l'État malien par rapport au choix que fait le peuple malien? Malheureusement, la CEDEAO se met dans une autre posture. Il s'en fout de la volonté du peuple. Comme je le disais tantôt, la CEDEAO suit les calendriers français. Ce sont les Africains qui sont réunis là-bas, la CEDEAO. Et bon, la plupart de ces chefs d'État sont venus par des façons, comment on appelle, tordileuses. Vous vous rappelez comment Alassane a pu briguer un troisième mandat? Vous vous rappelez? Troisième mandat, justement, il n'a pas respecté la Constitution qui lui donnait accès à 2 mandats. Il a fait un forcing pour un troisième mandat avec le prétexte fallacieux. Merci. Bon, voilà la situation en Côte d'Ivoire qui n'est pas un bon exemple comme un pays de démocratie. Voilà. Là, donc, c'est malheureusement ce que nous vivons. Et d'ailleurs, moi, je dirais que c'est Alassane qui est en train en tout cas, de tenir la commande. La France fait deux poids, deux mesures. D'une part, il supporte certains dictateurs africains qui sont de préfets, de valets à la France, notamment Ouattara et les autres. Et de l'autre côté, Assimi Goïta, les Doumbouya qui sont en train de lutter pour que le peuple se retrouve justement dans leurs États. Et la France leur fait la guerre. Et la CEDEAO accompagne la France. Vous voyez, et puis, ce qui fait encore mal, vous savez que le Mali fait partie des initiateurs de la CEDEAO. Les pays fondateurs de la CEDEAO, le Mali fait partie. Si aujourd'hui, cette CEDEAO se tourne contre nous avec des présidents très mal élus, comme le président Alassane, on sait comment la France a délogé le président Gbagbo pour mettre Alassane là-bas. On sait comment il a pu gérer son troisième mandat, donc c'est dommage. Mais notre gouvernement s'est dit, malgré cette situation, quand on sort de la CEDEAO, on leur donne encore le pouvoir de détruire tout ce qui a été construit durant 40 ans, parce que la CEDEAO
est âgée de plus de 45 ans. La CEDEAO date de 75. Donc, moi, je crois que c'est cette optique qui a fait que le gouvernement malien veut le rester coûte que coûte dans la CEDEAO et obtenir la levée des sanctions et pour avancer vers d'autres choses. Donc, j'ai oublié de te le dire récemment par rapport à la légalité de l'intervention des forces étrangères au Mali. Il y avait des accords. Il y avait l'accord de 2013 qui a fait venir ou qui organisait notre lien avec la force Barkhane. Et puis, la force Serval d'abord qui est devenue Barkhane. Il y a aussi l'accord de 2020 qui est un accord de défense établi entre le Mali et la force française. Donc, malgré que le Mali les a sonnés, malgré que le Mali a créé un zone tampon aérien pour faire face à certaines interventions militaires, la France a continué à violer l'espace aérien et même à espionner nos armées lorsqu'ils sont en opération. Et en tout cas, à faire beaucoup d'actions de provocation. Les autorités se sont dit qu'il faut maintenant mettre terme à ces accords-là, d'où ces accords ont été dénoncés récemment. J'ai oublié de l'évoquer, c'est très important. Et vraiment, dans la lutte que nous sommes en train de mener, les aspects juridiques de la lutte, en tout cas, cet élément fait partie. Alors, nous disons encore bravo à Hassim et son gouvernement. La série des mesures qui ont été prises par le gouvernement de transition de M. le Président Assimi Goïta, il y a notamment la fermeture de RFI et de France 24, dont on n'a pas encore parlé assez. Comment est-ce que le peuple malien et l'Afrique en général a pris cette décision? Et qu'est-ce qui a motivé la décision du gouvernement malien? Oui, M. René, comme vous le savez, ces chaînes propagandistes-là sont encore au service de la France. Ils ne font que mentir sur nos États. Ils ne font que diaboliser nos autorités et l'État malien. Et ils ne font que nous provoquer. Ils ont fait beaucoup de publications, beaucoup de reportages dans ce sens-là. Et ils mentent même, ils mentent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, personnellement, moi, j'ai arrêté d'écouter les médias de France. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui a débordé? Qu'est-ce qui a fait déborder le vase pour que le gouvernement prenne cette décision de fermer complètement? Ils ont commencé à faire des communiqués et vu que notre armée a fait ses montées en puissance, donc la France 24 a commencé à donner l'impression que l'armée malienne est en train de faire des exactions sur des civils, etc., etc. Ils sont spécialisés dans la mensonge, vous le savez. Ils sont spécialisés dans la propagande. C'est pourquoi, après plusieurs, comment on appelle, avertissements, les autorités se sont vues obligées maintenant de retirer ces scènes-là, en tout cas sur la place. Je disais, moi, personnellement, j'ai arrêté d'écouter ces scènes il y a plus de 10 années. Ils ne disent pas la vérité, ces scènes-là. Quand ils les écoutent, tu as en tout cas une grande probabilité d'être contre ton État au lieu d'être avec ton État. C'est ce que moi j'ai compris il y a longtemps. Moi, j'ai arrêté de l'écouter. Vraiment, c'est une décision qui a été salutaire par la majorité, je dirais la majorité de la jeunesse, la majorité des Maliens. Mais quel qu'en soit, ils ont aussi des gens ici, des gens qu'ils font vivre. Donc, ce sont ces quelques éléments que vous voyez parfois dire aussi de n'importe quoi. Voilà. Merci. Nous avons terminé en tout cas ces deux parties de l'émission. Hein, et nous avons d'ailleurs vu Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, qui a expliqué longuement justement sur le désaccord entre la France et le Mali sur ces différents aspects qu'on venait d'expliquer tout à l'heure. Il a expliqué d'ailleurs avec beaucoup de talent, beaucoup d'éloquence et beaucoup de précision tous ces éléments que vous venez d'évoquer. Et nous qui sommes dans les médias, nous avons tous applaudi cette manière d'expliquer au monde le comportement de la France vis-à-vis du Mali et de l'Afrique en général. Alors, nous ne pouvons pas terminer cette émission sans parler justement de votre mouvement anti-franc CFA. Considérons-le ainsi parce que vous voulez éradiquer les francs CFA sur le territoire.
comment est-ce que votre mouvement, vous l'avez expliqué tout au début, mais j'aimerais quand même, pour terminer cette émission en 5 minutes, nous dire un peu plus en détail comment vous mobilisez les membres, comment vous mobilisez les Africains, surtout ceux de la zone franc CFA, pour pouvoir justement arriver au but de votre démarche. Le MPRF CFA Mali, ça sous-entend qu'il y a encore un autre MPRF CFA Burkina ou Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes... il y a une ramification dans tous ces pays de la zone CFA, ce mouvement MPR. Ok, encore, M. René, merci beaucoup de m'avoir donné encore l'opportunité de parler du mouvement panafricain des réserves francs CFA. Effectivement, nous sommes beaucoup organisés sur les réseaux et sur d'autres plateformes de communication. Nous avons une page Facebook à l'international qui se nomme Mouvement panafricain des réserves francs CFA, qui a plus de 100 000 abonnés. Et encore, nous avons aussi, au niveau national au Mali ici, une page Facebook qui est suivie par plus de 1000 personnes. Nous avons des groupes Facebook, WhatsApp aussi, dans tous les pays CFA, et nous avons aussi des groupes, des plateformes, des différents leaders à l'international dans lesquels nous discutons, nous échangeons beaucoup d'idées comment parvenir à nos objectifs. Donc, je vais les rappeler, nous avons 3 grands objectifs au fait. D'abord, avoir une monnaie commune. C'était d'abord avoir une monnaie commune pour la zone CEDEAO. Et c'est pourquoi d'ailleurs, nous avons fêté l'avènement de l'ECO qui a été annoncé par les chefs d'État africains lors du sommet à Abuja. Mais malheureusement, le président Alassane Dramane Ouattara avec Emmanuel Macron se sont immiscés en sabotant cet écho, en amenant un autre écho version Ado-Macron, qui ne va pas changer de grandes choses dans ce que nous avons toujours critiqué dans le système franc CFA. Donc, nous sommes dit qu'on ne va pas abandonner le combat, on va continuer à communiquer. Nous communiquons dans les radios locaux et nous participons à la plupart des sorties à la place de l'indépendance. Parfois, comme vous m'avez pris actuellement, il y a Afrique Média aussi, que je profite de l'occasion pour les saluer, qui me prennent aussi pour que j'exprime à travers leur antenne, en tout cas les grandes lignes, les grands combats que nous menons. Donc ça, c'est par rapport à la question monétaire. Nous faisons aussi beaucoup d'écrits, parfois que nous adressons même aux autorités, à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République, au ministère de l'économie et des finances, pour qu'ils comprennent l'enjeu lié à la question monétaire. Vous savez que le franc CFA constitue le premier moteur de France-Afrique, le premier carburant de France-Afrique. C'est ce système monétaire qui permet à la France, en tout cas, de maintenir encore nos États dans le colonialisme. Et puis, c'est à travers ce système que la plupart des chefs d'État élus même et par les peuples sont désavoués après. Donc, c'est vraiment une bonne affaire pour la France, mais une très mauvaise affaire pour nos pays. Maintenant, on s'est dit qu'au-delà d'avoir une monnaie, il faut aussi assurer la bonne gouvernance. Donc, pourquoi nous avons inscrit en deuxième ligne du mouvement la bonne gouvernance, nous ne cesserons jamais de communiquer, d'inciter à travers les radios locaux, à travers des écrits ou même de dénoncer pour que, en tout cas, nous ayons une culture de bonne gouvernance chez nous, comme le président Thomas Sankara a pu l'avoir au Burkina, comme les premiers présidents qui, en tout cas, ont combattu pour même obtenir l'indépendance, l'ont fait. Malheureusement, avec l'avènement de la démocratie, on voit que la plupart de nos grands leaders sont les plus grands bandits financiers. Donc, on s'est dit aussi qu'au-delà de la bonne gouvernance, il faut promouvoir nos produits locaux. Pourquoi? Sur même nos plateformes, nous faisons la publicité des entreprises locales et nous encourageons de consommer local. Parfois, nous organisons des boycotts et en tout cas, nous boycottons les produits et les grandes industries français parce qu'on se dit qu'ils sont contre notre développement et ils viennent aussi nous soutenir le minimum
des ressources que nous avons et il faut les boycotter. Nous proposons des produits et services alternatifs à nos concitoyens à chaque fois que nous faisons des sorties pour promouvoir nos produits et nos industries, en tout cas locales. C'est ça, en grosso modo, ce que nous sommes en train de faire. Et nous le faisons continuellement sur les réseaux sociaux, sur beaucoup d'autres plateformes. Et nous demandons à toute la jeunesse panafricaine, en tout cas, qu'on se mette ensemble, que ce soit au niveau des MPR ou que ce soit dans d'autres initiatives panafricaines, en tout cas pour obtenir la souveraineté. La souveraineté qui a été annoncée vers les années 60, nous nous sommes rendus compte que ce sont des souverainetés, c'est papier. Dans la réalité, c'est autre chose. Il faut réclamer une nouvelle souveraineté. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Et nous avons un président Assimi Goïta. Et il y a plusieurs autres Assimi en Afrique. Et nous souhaitons que les autres Assimi qui sont dans les autres pays aussi se réveillent, qu'ils prennent l'arène, que ce soit sur la voie politique ou que ce soit par d'autres voies. Nous, on s'en fout. On veut que l'Afrique revienne aux Africains et on veut que nous retrouvons notre dignité, notre souveraineté. C'est très important pour nous. Je ne peux pas aussi quitter votre micro sans saluer notre fondateur, Seydou Kalafo, qui vraiment fait tout ce qu'il peut pour que nous puissions réussir cette lutte-là. Nous le remercions infiniment. Nous vous remercions aussi, M. René. Et nous remercions plutôt le président Assimi Goïta qui a suivi les pas de Patrice Emery Lumumba, de Thomas Sankara, de tous ces héros africains justement qui ont lutté pour l'unité de l'Afrique et qui sont tombés justement par la barbarie occidentale. Et nous espérons que la voix des ancêtres qui nous écoutent ce soir vont l'accompagner justement dans cette lutte qu'il a donnée comme exemple aux autres leaders africains qui ne comprennent pas encore la nécessité de sauver le continent africain. Merci, M. Diakité Lamine Mohamed. Merci d'être venu à notre émission Les Grands Dialogues de ce soir. Nous espérons que prochainement, vous allez revenir pour nous débattre, nous expliquer encore d'autres sujets d'actualité sur le Mali. Et c'est à tout moment justement que nous pouvons vous prendre l'antenne à partir du Mali. Merci d'être venu ce soir à notre émission. Merci beaucoup, M. René. Le plaisir est partagé et bonne chance au CANAF 54. Merci. Merci, vous avez vu que voilà, notre frère africain qui s'est exprimé longuement, plus que le temps, au-delà du temps accordé par le timing ordinaire de cette émission. Nous remercions justement la réalisation qui nous a accordé un peu plus de temps par rapport à l'intervention de M. Mohamed Lamine Diakité, le coordinateur national du MPR FCFA Mali. À ne pas confondre le MPR ici, dont on avait entendu à l'époque en République démocratique du Zaïre, du Congo, où on parlait MPR. Celui-ci, c'est plutôt le mouvement des patriotes pour le rejet du fonds CFA. Voilà, c'est un mouvement qui est né des jeunes patriotes, justement panafricains, qui sont contre justement le fonds CFA. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Vous tous qui êtes en train de nous suivre pour le moment, nous pouvons vous souhaiter que, Inch'Allah, bon week-end à vous tous et à très bientôt pour une nouvelle édition sur CANAF 54. Cette émission a été présentée par René Roch Kitoko, votre humble serviteur. Au revoir. CANAF 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. CANAF 54, CANAF 54, CANAF 54, CANAF TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde.
Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.